Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent pour cette présentation des résultats du groupe Aiko pour cette année 2019. Une présentation très particulière vu le contexte. Le groupe a 30 ans et ça faisait 4 ans que nous sommes cotés en bourse. C'est la première fois que nous devons réaliser cette présentation dans un contexte aussi compliqué. Alors, cette présentation va se dérouler en 4 temps. Tout d'abord, je vais démarrer par les messages clés. Les messages clés qui concerneront exclusivement l'année 2019. Ensuite, Céline Argent vous parlera de notre mission et vous présentera nos axes stratégiques. Cécile Colinaï viendra vous vous parlera des performances financières, vous présentera les performances financières 2019 en détail. Je reprendrai la parole enfin pour vous parler du contexte Covid-19 et comment le groupe se prépare à traverser cette période compliquée. Alors, concernant donc cette année 2019 qui vient de se clôturer, c'est une très belle année, une 7e très belle année. Ça fait 7 ans que le groupe est en croissance, 7 ans de croissance de l'activité et des résultats. Donc, cette 7e année, donc 2019, la marge brute s'élève à 95,2 millions d'euros en croissance de 4,6% à périmètre comparable, 8,7% publié. Cette croissance d'activité s'accompagne d'une forte hausse des résultats, un RAO ajusté qui s'élève à 17,6 millions d'euros en croissance de 10% par rapport à l'an dernier, une marge op qui est encore en amélioration, qui s'apprécie des MVP à 18,5%. On est sur des très hauts niveaux de rentabilité sur cette année 2019. Un ROC qui est en croissance de 17% à 16,5 millions d'euros. Et enfin, un résultat net par du groupe qui s'élève à 9,3 millions d'euros en croissance de 8%. Voilà, donc des résultats qui sont en forte hausse, 7e année de croissance, et qui génèrent encore du cash, avec une année 2019 où le cash s'apprécie de 10 millions d'euros, cash net 62,38 millions d'euros, et le cash net hors ressources nettes en fonds de roulement, quant à lui, s'élève à 3,1 millions d'euros, s'améliore de 2 millions d'euros par rapport à l'an dernier. Les bons résultats sont dus de notre stratégie avec une accélération des activités digitales depuis maintenant 7 ans, qui tire la croissance du groupe et de l'activité digitale qui sont aujourd'hui, qui pèse aujourd'hui 56%, qui reprend 56% de notre marge brute contre 52,9 en 2018. Voilà. Donc 2019, et Cécile va vous rentrer en détail, mais très belle performance pour cette année 2019. Alors avant que Cécile rentre dans le détail de tous ces résultats, Céline va vous présenter rapidement mission et offre ainsi que les axes stratégiques du groupe. À toi Céline. Merci Didier. Vous le savez peut-être si vous nous suivez depuis longtemps, Aiko va fêter cette année ses 30 ans. 30 ans que le groupe évolue au cœur de la relation entre les marques, les distributeurs et les consommateurs. Et depuis 30 ans, notre mission est finalement un petit peu toujours la même. En revanche, c'est la manière dont nous la menons qui, elle, est vraiment différente. Aujourd'hui, Aiko est devenu un expert en data marketing et en communication qui innove en permanence, et c'est dans notre ADN, pour accompagner nos clients, les marques et distributeurs, face aux challenges du commerce, les challenges qu'ils rencontrent dès aujourd'hui, mais également ceux qu'ils vont rencontrer demain, et encore plus dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, pour mener à bien cette mission, Aiko s'appuie sur 4 piliers d'expertise complémentaires qui lui permettent d'accompagner les clients sur toute la chaîne d'engagement de leurs consommateurs, depuis le tout premier contact jusqu'au Graal, finalement, la transaction. Tout d'abord, créer l'émotion. Créer l'émotion, c'est donner corps à la marque ou à l'enseigne à travers la construction de stratégies marketing. Une fois qu'on a créé l'émotion, une fois qu'on a créé ce premier contact avec le consommateur, il s'agit de nourrir la relation entre la marque, l'enseigne et les consommateurs en travaillant notamment sur l'expérience utilisateur et sur l'ensemble des points de contact du parcours de course. Si on va un cran plus loin, alors on va soumettre au consommateur un contenu qui va être ciblé et personnalisé, pertinent, grâce à nos moteurs algorithmiques et à l'intelligence artificielle. Et enfin, la 4e étape, ça va être de déclencher la transaction
à travers des campagnes d'activation qui sont, elles, gérées de A à Z par le groupe. Donc en conclusion, on a un positionnement qui est un positionnement unique sur le marché, puisque nous pouvons répondre à l'ensemble des problématiques marketing que rencontrent nos clients, qu'elles soient simples, et dans ce cas-là, on active une seule des briques, ou qu'elles soient complexes, auquel cas on active plusieurs briques et souvent plusieurs filiales. Alors avant de passer aux performances financières avec Cécile, on a souhaité également faire un point sur nos deux axes stratégiques, la digitalisation de nos activités d'une part et la maîtrise de la data. Tout d'abord, la digitalisation de nos activités. En 2013, lorsque nous avons pris cette direction stratégique, nos activités digitales ne représentaient que 27%. Aujourd'hui, et Didier l'a souligné, l'objectif que nous étions fixés, qui était d'atteindre 50% de notre activité dans le digital, est largement atteint et dépassé même, puisque nous réalisons 56,2% de notre activité dans le digital. C'est une mutation qui est réussie et qui est passée notamment par l'acquisition de savoir-faire, mais également par la transformation de nos métiers et de nos équipes. Le deuxième axe stratégique, c'est la maîtrise de la data. Si on veut aujourd'hui aller plus loin dans la digitalisation de nos activités, ça passera par la maîtrise de la data. La donnée est au cœur des préoccupations de l'ensemble de nos clients et c'est bien normal puisqu'elle permet à la fois de cibler les destinataires des messages, mais également de personnaliser les contenus qu'on va leur adresser. Aujourd'hui, le métier de la data, qui est encore assez nouveau, qui se cherche et tous les acteurs se cherchent sur ce sujet-là, est en permanente évolution et il repose sur 4 expertises. Et ces expertises, c'est d'abord collecter et analyser les données. Ensuite, les traiter de manière à pouvoir personnaliser et cibler. Enfin, diffuser un contenu qui va être personnalisé sur l'ensemble des canaux et l'ensemble des supports, des devices. Et bien sûr, derrière, assurer la mesure et l'analyse pour réactualiser les actions menées par la suite. En conclusion, 2 axes stratégiques qui guident le groupe depuis maintenant 6 ans et qui nous permettent de continuer à occuper cette place particulière que nous avons sur ce marché en permanente évolution. Je passe à présent la parole à Cécile pour les performances financières. Merci Céline. Donc, nous allons maintenant commenter les performances financières du groupe pour 2019, une analyse qui se déroulera en 4 parties. L'activité 2019, la rentabilité, la structure financière et enfin le point actionnarial. Commençons par l'analyse d'activité. La marge brute s'affiche à 95,22 millions d'euros, en hausse de 8,7% à données publiées et 4,6% à périmètre échange comparable. Aiko a réalisé une 7e année consécutive de croissance, avec une accélération par rapport à 2018, puisque la croissance de l'exercice est de 4,6% contre 2,6% en 2018. Et aussi une progression séquentielle par trimestre, avec un T1 en croissance de 3,1%, pour finir l'année avec un T4 en hausse de 6,5%. Alors, comment s'explique cette croissance? En slide 12. Sur 2019, le digital a continué sa forte progression avec une hausse de 7,8%. Il représente désormais plus de 56% de notre activité. Les activités traditionnelles, quant à elles, ont bien résisté puisqu'elles affichent une hausse de 0,9% et représentent 44% de notre activité. Passons maintenant à la marge brute par zone géographique. On note de bonnes performances aussi bien en France qu'à l'international, avec une marge brute de 71,52 millions d'euros sur l'année en hausse de 5%. La France représente 75% de notre activité. À l'international, on note une croissance du Benelux de 3,7%. Rappelons que le Benelux représente 24% de notre activité. L'Italie et l'Espagne sont quant à elles stables. Elles représentent environ 1% de la marge brute du groupe. Plus précisément en France, la croissance de 5% est portée par le digital qui progresse de 8,8%. Le digital y représente désormais 64% de l'activité. À l'international, l'activité du Benelux est en croissance de 3,7%. À noter que le digital, à l'heure actuelle, n'y représente que 30% de l'activité. Donc, c'est sur ces premiers chiffres que je rends la parole à Céline Dargent pour vous présenter 4 business cases 2019. Merci Cécile. Alors, afin d'illustrer ces bonnes performances d'activité, nous avons effectivement choisi 4 cas.
Le premier, c'est un dispositif que nous avons réalisé pour Ma Vie en Couleur, qui est le programme de fidélité des marques Mondelez, Unilever, qui regroupe 80 marques produits. Et ce dispositif permet de diffuser les offres sur mobile et donc d'en faciliter l'usage pour le consommateur. En effet, le consommateur, la cinématique pour lui, c'est très simple. Il achète son produit et une fois chez lui, et quel que soit le magasin et quelle que soit l'enseigne dans laquelle il a acheté le produit, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est ouvrir la plateforme, scanner son ticket de caisse et ensuite le dispositif reconnaît seul en toute autonomie, reconnaît le produit acheté, fait le match avec la réduction proposée et procède ensuite au traitement et au remboursement du consommateur. Le cas suivant, les deux cas suivants, pour être plus exact, sont des temps forts d'enseignes alimentaires. Et c'est exactement ce type de cas pour lesquels nous mobilisons le savoir-faire et les expertises de plusieurs filiales du groupe à la fois. Alors, slide 17, un temps fort que nous avons réalisé pour notre client Système U en fin d'année 2019, dans son intégralité, depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre en magasin. C'est un temps fort avec un dispositif de création de trafic ambitieux. À cette période de l'année, il y a un gros challenge pour les enseignes à créer du trafic et à créer de la préférence. Donc, une prime exclusive qui a été remise dès 25 € d'achat dans le magasin. À noter que ce sont des primes que nous avons au sein du groupe Aeco fait, réaliser, livrer et dont nous avons assuré jusqu'à la logistique. Et ensuite, un deuxième volet dans ce dispositif, puisque c'est un jeu online. Là encore, on a mis en place toute la plateforme avec une dotation très attractive. Slide 18, un second temps fort, cette fois un petit peu différent puisque c'est un temps fort réalisé en trade marketing. Ça signifie que c'est réalisé pour les enseignes du groupe Casino, mais en partenariat avec un certain nombre de marques et un certain nombre de produits. Là encore, une double dotation, une carte à gratter remise pour l'achat de produits partenaires et un jeu online par tirage au sort. Le dernier cas, c'est un cas complètement différent. On a souhaité vous parler de Before Bank parce qu'on parle souvent d'expérience utilisateur, j'en ai parlé tout à l'heure, du X plus précisément ou du I parfois. Et là, par exemple, dans ce cas particulier, il s'agit on a refondu entièrement l'application mobile de Before Bank sur un mode opératoire, donc UX, User Experience, c'est-à-dire qu'on a fait entrer dans le processus de conception et de test 800 utilisateurs qui sont intervenus dès l'étape de design des fonctionnalités jusqu'au prototypage et jusqu'au test et à la livraison. Voilà, j'en ai terminé avec ces 4 clients et je repasse la parole à Cécile. Donc, merci Céline, nous sommes désormais en slide 20 et nous allons continuer avec l'analyse du compte. Le premier, le résultat des activités ordinaires ou RAO, qui correspond au résultat opérationnel courant hors charge de restructuration. Et le second, la notion d'ajusté, qui correspond à nos indicateurs habituels, RAO et ROC, ajustés des plans d'action gratuite attribués en 2016. Donc, passons aux chiffres, toujours sur ce slide, avec une marge brute en hausse de 8,7% à données publiées et des charges d'exploitation en hausse de 8,5%, sous l'effet toujours des OPEX dans le digital. Le résultat des activités ordinaires ajustées est de 17,62 millions d'euros, en hausse de près de 10% à 9,9%. La marge opérationnelle, quant à elle, est pour la 6e année consécutive en hausse de 20 points de base pour s'établir à 18,5%. Par zone géographique maintenant, en France, la croissance d'activité s'accompagne également d'une croissance du RAO ajusté, qui s'affiche à 15,18 millions d'euros, en hausse de 9,7%. Et à l'international, la hausse d'activité au Benelux s'accompagne également d'une progression du RAO, qui s'affiche à 2,44 millions d'euros, soit une hausse de 11,1%. Quelques commentaires sur le bas du compte d'exploitation en slide 22. Avec un RAO ajusté en hausse de 9,9%, des charges de restructuration de 0,45 millions d'euros, le coût des plans d'action gratuites de 0,62 millions d'euros, le ROC progresse fortement de 17,2%
et passe de 14,12 millions d'euros à 16,54 millions d'euros. Continuons la descente de résultats en slide 23. Avec un résultat opérationnel de 16,66 millions d'euros en progression de 13,7%, le résultat financier est en légère hausse du fait de la première application d'IFRS 16. La charge d'impôt augmente fortement car nous avions bénéficié, je vous le rappelle, en 2018, d'un produit de crédit impôt recherche d'1,5 million d'euros. En dépit de l'augmentation de la charge d'impôt, le RNPG publié progresse de 7,8% et s'affiche à 9,32 millions d'euros. Et le RNPG ajusté du coût des plans d'action gratuites et de la dépréciation de Yuzu en 2018 est en baisse de 1%. Il s'affiche à 9,65 millions d'euros. Poursuivons avec la rentabilité pour l'actionnaire. Avec un résultat net part du groupe publié en hausse de 7,8%, le BNPA 2019 publié est de 0,45 euros, 45 cents, en hausse de 7,9%. Alors après les performances d'activité et de rentabilité, passons à la structure financière du groupe. Aeco bénéficie toujours d'une structure financière solide, avec une trésorerie de 69,84 millions d'euros à l'actif et une dette financière brute de 7,46 millions d'euros. Aeco affiche un excédent net de trésorerie de 62,38 millions d'euros, en hausse de 10,2 millions d'euros. Alors bien sûr, comme vous le savez, dans le cadre de ses activités de traitement d'offres promotionnelles, Aeco reçoit toujours des avances de fonds des industriels émetteurs d'offres avant de rembourser les distributeurs et les consommateurs, ce qui constitue principalement notre ressource nette en fonds de roulement. Donc du coup, hors ressources nettes en fonds de roulement de 59,29 millions d'euros au 31 décembre, Aeco affiche un cash net propre de 3,1 millions d'euros. Continuons avec le tableau de financement en slide 26. Alors le cash net initial est de 52,17 millions d'euros et le cash net final est de 62,38 millions d'euros. Les flux générateurs de trésorerie en orangé à l'écran sont la capacité d'autofinancement pour 14,34 millions d'euros hors IFRS 16 et la hausse de la ressource en fonds de roulement pour 8,09 millions d'euros. Les flux consommateurs de trésorerie en violine à l'écran sont le versement de dividendes au titre de 2018 pour 5,3 millions d'euros, les acquisitions et earn-out pour 2,9 millions d'euros, le CAPEX pour 2,2 millions d'euros et le rachat d'actions propres pour 1,8 million d'euros. Donc au final, l'excédent net de trésorerie au 31 décembre 2019 s'affiche à 62,38 millions d'euros. Un point maintenant sur le titre avec l'autodétention. L'autodétention est passé de 7,7% au 31 décembre 2018 à 8,1% au 17 mars 2020 suite au rachat de titres. Le nombre maximal désormais d'actions gratuites futures est de 434 000 titres et représente 1,9% du nombre d'actions existantes. Côté actionnariat, depuis le 31 décembre 2018, Aeco bénéficie toujours d'une base actionnariale stable avec son actionnaire de référence WPP qui détient 34,1%, Eximium 10,3%, Gérard de Bartilla Participation 5,1% et le flottant pour 36,9%. Quant à la part des managers du groupe, elle est en hausse de 40 BP à 5,5% suite à l'acquisition définitive d'actions gratuites, alors que l'autodétention que j'ai déjà citée est en hausse de 40 BP à 8,1%. Donc en synthèse, en slide 29, avant de rendre la parole à Didier, sur le compte de résultats, que retiendrons-nous? Nous retiendrons pour 2019 que les indicateurs financiers sont en forte progression sur le PNL, notamment la marge brute en croissance de 4,6% à périmètre échange comparable et 8,7% en publié. Et même si elle n'est pas indiquée, une marge opérationnelle en hausse de 20 BP, avec un RAO en hausse de 9,9%, le ROC en hausse de au-dessus de 17% et le RNPG publié en hausse de 7,8%. Enfin, Aeco dispose également d'un bilan solide avec des capitaux propres proches de 90 millions d'euros, un cash brut
de 10,56%, 56 millions d'euros hors ressources nettes en fonds de roulement, une trésorerie nette hors ressources en fonds de roulement de 3,1 millions d'euros, un gearing négatif et une dette nette sur EBITDA également négatif. C'est sur ces chiffres 2019 que je rends donc la parole à Didier Chabassieux sur le contexte du Covid 2019. Merci Cécile, merci Céline pour ces résultats 2019. Nous allons donc aborder maintenant la partie plus compliquée, donc le contexte Covid-19. Donc comme vous le savez tous, nous avons affaire à une crise sanitaire, une crise économique mondiale sans précédent. Donc nous allons vous dire un petit peu de manière très transparente et en vous donnant le plus d'informations possible à notre disposition aujourd'hui, ce que le groupe fait pour traverser cette tempête. Alors, premièrement, les collaborateurs. Important, évidemment. Première chose, c'est la priorité absolue pour le groupe, c'est de mettre ses collaborateurs en police. Protéger les collaborateurs et leurs proches de cette épidémie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, premièrement, on a diffusé et rappelé les gestes barrières. C'était donc il y a à peu près un mois, sur différents supports et renforcer les mesures de protection sanitaire. Ensuite, quand le confinement a été décidé, nous avons fermé les sites du groupe et déployé toutes les mesures pour préserver la continuité d'activité avec les collaborateurs pour en grande partie qui sont donc en télétravail. Et enfin, car c'est pas simple, on a des populations jeunes qui ont des enfants souvent en bas âge, télétravail à la maison avec les enfants en bas âge avec qui ils vont faire l'école, c'est pas easy. Donc on essaie de garder une cohésion avec nos équipes et grâce à tous les outils collaboratifs que nous avons à notre disposition. Alors maintenant, si on parle un petit peu d'économie et d'activité, puisqu'on va commencer par là, dans quel contexte on va être, pour nos clients en premier. 20% de notre activité est réalisée en GSS, comme vous le savez. La GSS est fortement impactée avec pour une grande partie des magasins qui sont fermés. Donc évidemment, on ne peut pas travailler beaucoup avec ces acteurs-là puisque il n'y a pas beaucoup de campagnes qui vont être réalisées sur les quelques semaines à venir. En ce qui concerne la GSA, le contexte est un peu différent. Vous l'avez vu, tous les consommateurs se sont rués dans les grands magasins, dans les grandes surfaces alimentaires pour stocker. Alors, ça a quelques incidences. Alors, nos clients, pour l'instant, en GSA, ne sont pas ou peu impactés jusqu'à fin mars, puisque les stocks qu'ont réalisé les consommateurs font que les ventes ont été plutôt importantes jusqu'à maintenant. Maintenant, nous, dans nos activités, et sur 3 activités dont on a détaillé sur le slide 33, d'abord le direct to store, il y a une forte diminution des promotions. Comme vous l'avez pu le voir, les consommateurs prennent tout ce qu'il y a dans les magasins, donc la promotion aujourd'hui ne sert pas à grand-chose. Puis, dans les magasins, ils préfèrent diminuer le passage en caisse, le temps de passage en caisse, et donc toutes les opérations promotionnelles aujourd'hui sont annulées ou reportées. Et les temps forts que nous réalisons pour des enseignes, de grande distribution alimentaire, là aussi, les temps forts sont reportés ou annulés au cours pour le deuxième trimestre. En ce qui concerne l'activité in-store, les activités in-store, là aussi fortement impactées, puisque il est quasiment impossible de rentrer dans les magasins pour nos merchandisers ou les équipes. Aujourd'hui, les magasins font rentrer les consommateurs au compte-gouttes et il est hors de question de faire des opérations dans les magasins. Dernier élément, le digital. Alors sur le digital, il y a des activités qui sont peu impactées pour le moment et des activités qui ne le sont plus. Les sites de drive sont là aussi, et vous l'avez vu sans doute, sont saturés, complètement saturés. Et donc pour baisser un petit peu la saturation des sites, nous avons décidé de baisser tout ce qui était diffusion des displays médias et des promotions digitales sur les sites. Donc en GSA, client peu impacté pour le moment, mais les opérations que nous menons vont fortement impactées sur le deuxième trimestre 2020. Alors en conséquence, parce que sur l'activité, donc en marge brute,
On va avoir un T1 qui va être en léger repli, qui va être en repli. Fin février, on était en légère croissance. On était en ligne avec le budget et les impacts ont commencé à se faire sentir à partir du 10 mars. Donc on va avoir un mois de mars qui va être très mauvais et donc qui était le plus gros mois du trimestre et qui va impacter donc notre premier trimestre qui devrait se retrouver donc en décroissance. Le T2 va être impacté de manière beaucoup plus forte avec un fort repli au cours du T2 2020. Alors, la situation à date sur la trésorerie et sur notre plan d'action. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, au-delà de l'exploitation du deuxième trimestre, ce qui est important, c'est de savoir un petit peu en termes de trésorerie où on en est. Ici, je vais vous présenter la situation de cash. Nous avions au 31 décembre 2019 10,5 millions d'euros de cash brut dans les caisses. On est à peu près à ce même niveau de trésorerie à mi-mars. Nous allons mettre en place différents plans d'action. Donc, premièrement, on va avoir recours à tous les dispositifs, ou en tout cas une grande partie des dispositifs que le gouvernement est en train de mettre en place. Report du paiement des charges fiscales et sociales, c'est déjà engagé. On va mettre une partie de nos équipes en chômage partiel, c'est en cours. Là, ça va être un peu plus long pour vous donner les éléments, car aujourd'hui, les décrets sortent petit à petit, et donc on travaille là-dessus. Donc on est en train de travailler précisément pour mettre une partie de nos équipes en chômage partiel, donc pour baisser nos charges fixes de fonctionnement. Et on va faire aussi appel à la BPI dans le cadre de prêts qui vont être consentis par la BPI et nos partenaires banquiers. Deuxième élément, le PRA, on suspend dans notre programme de rachat d'actions jusqu'à nouvel ordre. Le CAPEX, on suspend aussi tout ce qui est investissement non prioritaire. Et enfin, le dividende, il n'y aura pas de dividende au titre de l'année 2019. Et nous l'avons proposé à l'Assemblée générale qui va avoir lieu le 11 mai. On a déjà discuté tout ça en conseil de surveillance qui a eu lieu la semaine dernière. Et on a donc demandé au conseil de surveillance le fait que la 100% de résultats 2019 soit affecté en réserve. Et ce que le conseil de surveillance a accepté à l'unanimité. Et ce sera donc proposé à l'Assemblée générale du 11 mai. Voilà. Alors, en conclusion de cette présentation, j'ai envie de vous dire que, comme je l'ai dit, on est face à une crise très forte. On ne connaît pas exactement l'intensité et la durée de cette crise. Ce qu'on sait, c'est que le groupe vient de réaliser cette année de croissance, cette année où on a amélioré tous les indicateurs financiers du groupe. Et donc, le groupe n'a jamais été aussi solide financièrement. Ça, depuis qu'on est coté, on n'a jamais été aussi solide, avec aussi peu de dettes, puisqu'on a plus de dettes, avec du cash, avec une rentabilité de 18,5%. Donc, on rentre dans cette crise avec des indicateurs financiers, avec une solidité bilancielle qui n'a jamais été aussi importante. Bon, la crise est très importante, on ne peut pas le nier. Et aussi, ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'on a une histoire avec nos clients, parce que le groupe a 30 ans, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, on a pour certains clients comme dans l'industrie alimentaire avec qui on travaille depuis 25 ans, qui sont des partenaires fiables, solides et avec qui on travaille en confiance. Nos partenaires financiers avec qui on a déjà traversé des crises financières dans le passé, qui nous font confiance, avec qui on fait confiance, avec qui on travaille main dans la main depuis maintenant 20 ans. Et enfin, des collaborateurs vraiment aujourd'hui très impliqués dans tout ce qui est en train de se passer, et un comité de direction qui a l'expérience de l'âge, puisque aujourd'hui on a un comité de COMEX qui a vécu aussi les crises et qui est aux commandes du groupe et sur qui on peut compter. Voilà, donc tous ces bons éléments nous permettent d'aborder cette crise, je ne vais pas dire confiant, évidemment pas, parce que personne ne l'est, mais en tout cas, le groupe rentre dans cette crise avec une solidité importante.
Voilà. Donc, j'en ai terminé avec cette présentation. Donc, on va peut-être passer maintenant, je l'imagine, aux questions-réponses. Avec Cécile et Céline, on va essayer de répondre au maximum de questions que vous allez nous poser. On a déjà des questions de la file d'attente. La première question vient de la ligne de Anna Malej au d'OBF. Madame, c'est à vous. Bonjour à tous. Allô? Bonjour Anna. Oui, bonjour. Bonjour Anna. Bonjour. J'aurais deux petites questions. La première, c'est sur le chômage partiel. Quelle serait la partie des équipes qui pourraient justement en bénéficier? Et la deuxième, c'est est-ce que vous voyez une petite différence par zone? Est-ce que la France, elle pourrait potentiellement résister un petit peu mieux puisque il y a plus de digital et qu'une partie du digital justement ne s'en sort pas si mal. Alors, concernant le chômage partiel, on ne peut pas vous répondre encore précisément. On travaille avec les équipes RH, avec les patrons de filiales sur tout ça, et on vous précisera ça dans les semaines à venir. On ne peut pas vous dire exactement. On va voir un petit peu, on va s'adapter en fonction de la baisse réelle d'activité qu'on ne connaît pas encore de manière totalement effective. Donc une partie des équipes en France, évidemment, puisque le système en France et en Belgique est différent, donc 25% de nos activités sont en Belgique, comme vous le savez. Donc pour l'instant, on ne peut pas vous donner précisément quel va être le personnel, le nombre de personnes qui vont être en chômage partiel et quel impact ça va avoir sur les comptes et sur les charges fixes mensuelles. Je ne peux pas vous le faire aujourd'hui encore. D'accord, merci. La deuxième question, je n'entendais pas bien, ça a coupé. Vous pouvez me répéter s'il vous plaît, excusez-moi. En fait, est-ce que vous avez un peu plus de visibilité sur l'impact par zone? Je ne sais pas, puisque la France, elle est plus ouverte à la digitalisation et puisqu'une partie des activités digitales est légèrement moins impactée, on va dire. Est-ce que vous pensez que la France pourrait potentiellement résister un peu mieux que la Belgique, par exemple? Oui, d'accord. Exactement. Alors, ça pour l'instant, c'est vrai. Je pense que dans ce qu'on voit pour le moment, la France devrait moins souffrir que la Belgique. En tout cas, ce qu'on imagine, car en France, les activités sont beaucoup plus digitales et a priori, les activités digitales devraient être moins en baisse que les activités traditionnelles. C'est ce que là, on a en tout cas dans nos pipes et ce qu'on voit. Par exemple, les activités de push SMS qui sont exclusivement réalisées en France sont moins en baisse que le reste des activités du groupe, a priori. D'accord. Comment? Oui, je vous écoute. Voilà, donc le digital est moins impacté pour le moment, même s'il est impacté, comme je l'ai dit, il va l'être. On devrait avoir une baisse moins forte en France qu'en Belgique. Mais ça reste encore très hypothétique. Les choses, on les découvre, j'allais dire, au fur et à mesure et d'heure en heure, quasiment. Très bien, merci beaucoup. Merci. La prochaine question vient de la ligne de Monsieur Maxence Doré de BNP Paribas. Monsieur, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Également deux questions pour ma part, peut-être pour poursuivre sur la question précédente. En fait, c'est sur le drive. Donc on comprend qu'à court terme, vous avez dû réduire la voilure, notamment pour des questions de trafic. Est-ce que vous pensez que le drive pourra en partie reprendre, même avant la fin du confinement, si on imagine que la pression va un peu retomber après la phase importante de stockage? Et la deuxième, c'est peut-être un peu tôt, mais je ne sais pas comment est-ce que vos clients envisagent, je dirais, le rebond en fait sans attendre d'effet rattrapage. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, lors de la réouverture des grandes surfaces spécialisées, justement des campagnes spécifiques pour la réouverture, est-ce que vos clients imaginent déjà ça, ou est-ce que c'est pas des discussions que vous avez aujourd'hui? Alors, moi avec deux questions. Premièrement, sur le drive, effectivement, là pour le moment, on a deux problèmes. C'est que
Il y a des drives qui sont complètement saturés, vous ne pouvez même pas commander sur les drives. Donc, c'est pas possible de faire des interventions. Deuxième élément, même quand ça va redémarrer, que les drives vont être un peu redémarrés, il n'est pas évident du tout que nos clients aient envie de mettre en avant ou de faire des promotions sur les produits en ce moment. Donc, la promotion aujourd'hui, les consommateurs, ils achètent ce qu'ils ont besoin. Ils ne sont pas dans des achats promotionnels. Ils ne cherchent pas la promo. Ils cherchent à faire leurs courses parce qu'ils ont besoin de tel produit. Ils ne cherchent pas à savoir qui va être. Aujourd'hui, on n'est pas dans un réflexe où je recherche la promo, ou la promo peut être déclencheur d'un achat pour les consommateurs. Donc, ça va continuer à être impacté de manière sensible tant qu'on est dans une période de confinement. Deuxième élément, concernant le rebond, pour l'instant, c'est trop tôt. C'est vraiment trop tôt. On n'a pas de discussion de ce cloud. On ne peut pas du tout dire quel impact ça va avoir, comment les clients vont réagir pour faire retourner les consommateurs sur les points de vente. Là, c'est beaucoup trop tôt. Il va falloir un petit peu qu'on ait un peu plus de visibilité sur les conditions sanitaires qui, aujourd'hui, préoccupent quand même la grande partie des consommateurs et de nos clients. Et tant que ça sera pas arrivé, tant qu'on ne verra pas plus clair là-dessus, nos clients ne sont pas en train de... En tout cas, on ne travaille pas avec eux sur ça. Voilà. Ok, merci. Merci Maxence. Merci. Il n'y a plus de questions de la file d'attente. Si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1 sur votre clavier. On a encore une autre question. Ça vient de la file de Madame Stéphanie Lefebvre de Gilles de Dupont. Madame, c'est à vous. Oui, bonjour à tous les trois. J'ai quelques petites questions. Je suis désolée, mais je n'ai pas entendu la part du chiffre d'affaires réalisé avec les GSS. Il me semble que le chiffre a été donné, mais je n'ai pas entendu. 20%. 20%, ok, merci. 20%. Est-ce que vous pouvez nous chiffrer les CAPEX non essentiels ou essentiels sur les 2,5 millions que vous dépensez à peu près chaque année? Alors, cette année, c'est une année particulière. Avant la crise, déjà, sur le CAPEX. Nous avons d'habitude un CAPEX récurrent d'environ 2 millions de CAPEX, qui est équivalent à peu près à la DAP. Cette année, il y a des CAPEX un peu exceptionnels qui étaient prévus en début d'année, car on avait des travaux sur le bâtiment de Paris qui ont démarré début mars. Les travaux de réhabilitation du bâtiment, réaménagement du bâtiment, plutôt, et on avait une enveloppe autour de 2 millions, entre 2 millions et 3 millions pour réhabiliter les 7 étages du bâtiment de la Rochefoucauld. Les travaux ont démarré, ils sont suspendus. Et donc, pour le moment, on décidera, quand on sera sorti de la crise, de l'avancement des travaux et combien on va dépenser en 2020 là-dessus. On a aussi des travaux qui ont été réalisés en Belgique, car on a déménagé nos équipes en Belgique en fin 2019, début 2020, et donc il y a eu quelques travaux qui ont été effectués pour un montant de 500 à 600 000 euros. Donc ça, c'était des CAPEX qui étaient pour une partie engagés, donc en Belgique, puisque ces travaux ont été réalisés, donc cela, évidemment, on va devoir les payer. Le récurrent qui est autour de 2 millions, on va le réduire. Je ne sais pas de combien, mais en tout cas, on va essayer de le réduire, peut-être de moitié, si possible. Et ensuite, il restera le sujet du CAPEX lié à l'immeuble de Paris. Les travaux ont démarré, ils sont suspendus. On décidera de ce qu'on fait au moment où le confinement sera terminé, et on décidera à ce moment-là. Voilà. Je peux me permettre de poser d'autres questions? J'ai toujours la ligne là ou pas? Allez-y. Oui. Oui, vous avez. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation dans les charges et achats externes et les frais de personnel, la part variable et la part fixe, pour savoir quel montant vous pouvez réduire plus facilement que l'autre? Je vais poser toutes mes questions à la limite, si vous permettez, comme ça, ça évitera de reprendre la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez que des industriels vous ont réclamé le cash qui est chez vous, ou pas encore? Est-ce que c'est un risque entre guillemets, parce que de toute façon, vous avez le cash?
Une autre petite question, c'est votre filiale dans laquelle vous n'avez pas 100%, je crois que c'est AI Connexion. Est-ce que et c'est à qui vous redonnez un peu de dividendes dans les années passées? Est-ce que ça va être le cas également en 2019 ou vous ne savez pas? Merci. Ok. Alors, sur les charges, on est à peu près en charge fixe d'environ 6 millions € par mois. Excusez-moi Didier, mais je vous entends très mal. Je ne sais pas s'il y a que moi sur la ligne, mais ça... 6 millions d'euros par mois de charges fixes. 6 millions d'euros de charges fixes mensuelles, 4 millions de charges personnelles, 2 millions d'autres charges, dont une grande partie le loyer. Donc 4 millions de charges fixes, 2 millions de charges personnelles. Il y a deux éléments. Il y a le premier élément qui est l'exploitation et la partie trésorerie. La partie trésorerie, de toute façon, elle va être soulagée puisqu'on décale les charges sociales, le paiement des charges sociales. Donc pendant plusieurs mois, tant qu'on est dans le confinement, on ne paiera pas les charges sociales. Donc ça va alléger pas le compte d'exploitation, bien évidemment, mais la trésorerie. Ensuite, il y a le chômage partiel qui va venir donc alléger à la fois la trésorerie et le compte d'exploitation. Je n'ai pas de chiffres à vous donner pour le moment, comme je dis tout à l'heure. On reviendra vers vous, je pense, au moment où on publiera les comptes les chiffres trimestriels. On aura des éléments plus précis à vous donner. Concernant les cash sur les industriels, concernant les opérations promotionnelles, pour l'instant, on n'a pas de date de demande de remboursement particulière là-dessus. Et comme vous l'avez dit très justement, on a le cash sur des comptes qui sont spécifiques, donc on n'a pas d'inquiétude particulière là-dessus, mais on n'a pas de date de remboursement qui ont démarré là-dessus. Concernant enfin notre filiale AI Connexion, on n'a pas discuté avec le président de notre entreprise, c'est la politique de dividendes qu'on a eu sur 2020. L'entreprise a distribué l'année précédente entre millions et des millions de tâches qui est donc une entreprise. On n'achetait pas à l'heure où on parle, quelle est la décision qu'il a prise avec lui. Allô? Oui. C'est clair pour vous, Stéphanie? À peu près, la ligne n'est pas très bonne, hein, j'avoue, du côté d'Aix-en-Provence. Moi, j'ai un peu de mal, mais je suis peut-être la seule. Hein. Oui, c'est en fait, vous êtes la seule. Merci. Merci. La prochaine question vient de la ligne de M. Julien Onillot de LPA Research. Monsieur, c'est à vous. Allô? Vous m'entendez? Oui. Allô, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Mes questions étaient déjà un peu posées, puisqu'effectivement, je voulais revenir un petit peu sur le remboursement des ressources nettes en fonds de roulement, qui est quand même de 60 millions. Pour essayer un petit peu de comprendre, c'est des avances, donc théoriquement, vous devez les rembourser quand les plans se mettent en action. Si ces plans se mettent pas en action, quelque part, à un moment, ils peuvent vous demander de rembourser. Donc, j'aimerais un petit peu comprendre quelle est votre anticipation, éventuellement, si la crise durait longtemps ou si elle ne durait pas longtemps, de la manière dont ça pourrait, éventuellement, vous devriez avoir remboursé cette ressource. Une deuxième question, cette crise, vous avez vu, vous en avez parlé, vous avez eu plusieurs crises, historiquement, beaucoup de crises, on va dire. La dernière, c'était 2012-2013. Celle-là est à peu près très, très forte et très exceptionnelle. Elle ne ressemble à aucune autre. Pour vous, comment, sur l'échelle des autres crises, vous la considérez comme plus forte ou à toute chose égale par ailleurs, peut-être pas si différente que certaines autres. Enfin, ma dernière question, c'est si la crise durait aujourd'hui, vous êtes dans un schéma de chômage partiel, est-ce que vous réfléchissez à d'éventuelles, je dirais, restructurations plus importantes que la variabilisation de vos coûts fixes, qui peut ne être que court terme? Alors, moi aussi, j'ai pas bien tout entendu. Je vais essayer de répondre à vos questions. La première est concernée le cash concernant les opérations promotionnelles, les avances. Pour le moment, comme je l'ai dit, il n'y a pas de mouvement particulier. Évidemment que si le confinement dure
c'est que les opérations promotionnelles sont annulées sur la durée, il peut y avoir des marques qui demandent le remboursement ou les distributeurs de ces avances. Ça n'a pas d'impact pour nous et on ne peut pas faire d'anticipation. On ne le sait pas, on n'a jamais vécu ça. Si l'actualité du groupe, historiquement, c'est toujours été en progression. Donc on n'a pas jamais eu à faire à ça. Donc c'est difficile de dire si les industriels ou les distributeurs, à un moment donné, nous disent écoutez, on va récupérer une partie d'avance. C'est possible. Franchement, honnêtement, c'est possible. S'il y a des distributeurs ou des marques qui ont besoin de cash, ça veut dire que pendant 3 mois on ne fait plus de promo, 4 mois on ne fait plus de promo, et donc on va diminuer l'avance qu'il y a chez vous. Possible. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je ne peux pas vous dire. Bon, ça n'a pas une incidence importante pour nous, parce que de toute façon, ce cash il est rémunéré, mais nous, on peut l'utiliser. Donc pour nous, ça n'a pas une grande incidence. Ça n'a pas d'incidence du tout, même. Évidemment, sur la crise, la comparer à des anciennes crises, c'est ça votre question, si j'ai bien compris? Oui, Oui, c'est ça. Dans une certaine mesure, vous avez eu des grosses crises, avec des grosses pertes d'activité à certains moments. Voilà, c'était juste pour, effectivement, si vous la trouvez plus forte, c'est un peu un sentiment, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, moi je suis là depuis le début, comme vous savez, ça fait 30 ans que je suis dans le groupe. On a démarré le groupe le 1er avril 80, enfin, j'ai démarré le 1er avril 90, voilà. J'ai jamais vu ça. Franchement, je vais vous dire très honnêtement, on n'a jamais vu ça. Tout s'arrête. Alors, évidemment, tout s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on vient continuer un petit peu on a une activité qui continue. Mais un confinement d'un pays à entier comme ça, avec des magasins qui ferment, des activités qui sont totalement à l'arrêt, une crise mondiale qui touche tous les pays, des consommateurs qui sont dans une période de stress par rapport au risque sanitaire, avec des images à la télé qui sont effrayantes, qui viennent d'Italie, d'Espagne et de France maintenant. On n'a jamais vécu ça. Donc le deuxième trimestre, ça va taper fort. Voilà, c'est bien sentiment, ça va taper très fort. Voilà. Merci. Voilà. Et le troisième question, je n'ai pas noté. Ah oui, les charges variables, c'était ça? Ou les charges fixes? C'était la question si ça devait durer, à quel moment vous pourriez réfléchir à aller, aujourd'hui vous utilisez le chômage partiel, est-ce qu'il y a une réflexion éventuelle en disant il faudra peut-être aller plus loin que du chômage partiel et restructurer peut-être nos activités? Écoutez, nous, avec le cash dont on dispose, avec les moyens que la BPI vont mettre en place avec nos partenaires banquiers, au moment, on n'est pas dans ce schéma-là. On n'a pas imaginé, on a imaginé que ça allait durer 3 mois pour l'instant, que les 3 mois d'après, ça allait durer. On ne sait pas, hein, c'est juste une imagination. On imagine ça, on ne sait pas exactement. Hein. Les 3 mois d'après, ça allait repartir gentiment, pas au niveau de ce qu'on avait connu l'année précédente. Donc pour l'instant, on n'est pas là-dedans. On n'est pas encore, on ne s'est pas projeté de ce type-là. Non, on n'a pas du tout imaginé que ça pouvait durer beaucoup plus que ça. Pour l'instant, c'est juste de dire, on réduit les sorties de cash, on fait appel à tous les dispositifs, on met on met en place le chômage partiel, ce qu'on n'a jamais fait dans l'histoire du groupe, pour réduire les sorties de cash. On coupe le dividende. Voilà, donc pour l'instant on est là. S'il faut adapter, on adaptera. Mais les choses évoluent, comme je disais tout à l'heure, tous les jours. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci. La prochaine question vient de la ligne de Monsieur Raphaël Poulain de Genesta. Monsieur, c'est à vous. Oui, bonjour, en fait c'est madame. Bonjour à tous. Bonjour Raphaël. Déjà, je vois que tout le monde va bien, donc c'est déjà une bonne nouvelle. La plupart des questions, effectivement, ont été évoquées de mon côté.
J'avais juste peut-être deux petits points complémentaires. Je suis désolée de revenir sur le chômage partiel, pardon. Mais moi, j'entends beaucoup dire de mon côté, de la part d'experts comptables notamment, qu'il y a énormément de refus de dossiers pour des raisons, parce qu'ils demandent beaucoup de justificatifs, de preuves, etc. Et du coup, je voulais savoir comment vous vous situez par rapport à ça, parce que de ce que je comprends, si le dossier est refusé, en fait, vous allez devoir payer des gens qui ne sont censés pas travailler, donc a priori. Et du coup, même s'ils sont en télétravail avec des enfants, etc., le peu de travail, c'est toujours du travail. Et du coup, je voulais un petit peu voir comment vous envisagiez ça de votre côté. Et le deuxième point, alors peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent sur la manière dont est géré votre carnet de commandes, mais je voulais savoir vos clients s'ils parlaient plus en termes de report, si le terme c'était plus un report Cindy, on verra ça plus tard, ou c'était carrément des annulations. Je commence par la deuxième question. Sur les clients, il y en a les deux. On a des reports d'opérations qui disent, écoutez, on fera les opérations au deuxième semestre. Les reports, c'est souvent au deuxième semestre aujourd'hui. Voilà, donc on a des visibilités sur quand au deuxième semestre. Et on a des annulations. Des opérations. On a les deux. Pour l'instant, c'est difficile de dire comment ça va évoluer. On a les deux cas. Toutes les opérations, bon, évidemment, par exemple, on va prendre l'opération de Tour de France, qui est une grosse opération. Pour l'instant, on ne sait pas si le Tour de France va avoir lieu ou pas. Est-ce que le Tour de France qu'il va être reporté? Les Jeux Olympiques, on a appris hier matin ou ce matin, j'ai plus en tête, que les Jeux Olympiques étaient décalés d'un an. Forcément, les opérations liées aux Jeux Olympiques, elles n'auront pas lieu cette année. Roland Garros est reporté au deuxième semestre. Bon, ça ne n'impacte pas parce qu'on a peu d'opérations autour de ces événements. Il y a plein d'événements comme ça qui sont reportés. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment très difficile à vous dire. Bon, après, les consommateurs qui ne vont pas utiliser du coupon au mois d'avril, au mois de mai, pour aller dans les magasins, ça, c'est perdu. Je veux dire, ce ne sera pas le deuxième semestre. Ça, c'est annulé. On va dire qu'on appelle ça annulé, puisque le consommateur ne va pas dans le magasin, ne consomme pas, et n'utilise pas de coupon. Et là, c'est une activité qui pourrait être récurrente. Voilà. En ce qui concerne le chômage partiel, on n'a pas encore la visibilité sur est-ce qu'on est éligible ou pas. C'est la première fois qu'on le fait. On est dessus depuis 10 jours. Les décrets sortent petit à petit. Il y a des grosses discussions, vous l'avez dit en particulier, je crois que tout le monde a parlé beaucoup dans le BTP, où il y a une cohérence totale entre ce qui est dit et ce qui est fait. On ne comprend pas bien ce que veut faire le gouvernement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement fait beaucoup de belles déclarations et derrière, c'est plus compliqué que ce qui se passe. Bon, maintenant, je pense qu'ils vont être obligés. C'est comme la BPI. Faire appel à la BPI, depuis la semaine dernière, on ne comprenait pas comment ça allait se passer. Ce matin ou hier matin, c'est encore. Ça a l'air de s'éclaircir. Sur le chômage partiel, ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, ils essayent de limiter la sortie de cash pour l'État. On a bien compris. Mais ils ne peuvent pas laisser les entreprises recruter. Et dans la com, j'ai lu un article hier dans le Figaro, comme je l'ai dit, où ils disent ça va être dramatique, parce que sur les médias, les annulations sur le mois d'avril sont énormes. Donc les gens, ils sont au chômage partiel, puisqu'ils ne travaillent pas. Alors, même s'ils sont chez eux, qu'ils sont en télétravail, s'il n'y a pas d'activité, si l'activité elle baisse sur 10%, c'est bien du chômage partiel. Donc il va y avoir des discussions, il y aura peut-être des recours, il y aura peut-être des bagarres juridiques, etc. Mais nous, en tout cas, on pense qu'on y a droit, et on pourra plus y avoir droit. Okay. Ouais, en l'état actuel des textes, l'activité partielle, Raphaël, c'est que ça ne peut pas être une compensation à la perte de chiffre d'affaires. Et donc, ça ne peut pas être considéré comme une aide à la trésorerie. Donc, si on a recours à l'activité partielle pour les salariés touchés par une perte de salaire, c'est soit une fermeture temporaire d'une société, d'un établissement, soit une réduction de l'horaire de travail pour des activités non essentielles au niveau du pays. Donc, on travaille là-dessus et il faut savoir qu'à partir du moment où on estime que nos équipes ne peuvent plus
réalisé leur travail, on a 30 jours rétroactifs pour faire nos demandes au direct. Donc, du coup, on prépare avant de leur signifier qu'on active le chômage partiel. Oui, non, mais je pose la question parce que je suis aussi, je gère aussi ces problématiques-là, donc je vois bien quand même que ça va pas être si simple que ça. C'est pas simple, mais on y travaille et du coup, on se précipite pas vis-à-vis des directs. Okay. Mais rien n'est simple sur les aides de l'État, on est d'accord. Hein. Mais l'État ne peut pas faire autrement qu'aider. Ils peuvent mettre un peu plus sur le frein, mais ils ne peuvent pas. Ils ne pourront pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont devoir faire. Ils vont devoir et ils vont faire. Ils peuvent être contraints et forcés. Oui, non, mais probablement, j'ai quand même, je suis peut-être un petit peu désabusée, mais je pense qu'il y en a qui vont trinquer quand même. Donc, je suis d'accord. Les plus faibles et les plus petits vont trinquer. Comme toujours. Mais je pense que si vous n'êtes pas une entreprise comme les nôtres, ils vont aider les entreprises qui sont paradoxalement, ceux qui sont en bonne santé, parce que ils ont la capacité à continuer après. Ceux qui étaient déjà en difficulté, c'est pas pareil. Les questions se peuvent se poser avec les pays. Je pense qu'ils sont dans l'obligation d'aider toutes les entreprises qui peuvent repartir qui après la crise vont repartir. Il faut les aider. Oui. Sinon, il faut l'espérer. Il faut espérer, comme vous le disiez, que effectivement, une fois que ça repartira, tout le monde sera très disposé à avancer et à faire pour le mieux pour reprendre tout ce qu'on a à reprendre. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci Raphaël. Merci madame. La prochaine question vient de la ligne de monsieur Eric Blanc de Finance Connect. Monsieur, c'est à vous. Oui, bonjour. Juste, beaucoup de questions ont été posées. Je voulais juste bien comprendre, quand vous dites que, on a bien compris que le deuxième trimestre allait taper fort, est-ce qu'il y a des activités qui ont un petit caractère récurrent, qui existent encore, ou est-ce que, quand vous dites taper fort, c'est zéro de chiffre d'affaires? Alors là, non, on n'est pas sur zéro de chiffre d'affaires. Non, je parle de l'instant T, parce que comme on ne sait pas ce qui va se passer à T plus 1. Non, bien sûr. Bien entendu, on va pas essayer de se projeter trop loin. Mais pour l'instant, évidemment, on n'est pas à zéro de chiffre d'affaires. On a des activités, je donne des exemples sur le prochain semestre. Justement, on a parlé de la connexion. Donc, on continue à envoyer des SMS tous les jours aujourd'hui, et de manière importante. Même si on pense qu'il va y avoir une baisse sur le deuxième trimestre, parce que toutes les activités le prochain semestre liées au Drive to Store vont baisser. Il n'y a pas que le Drive to Store, il y a d'autres activités du prochain semestre qui vont continuer. Donc pour l'instant, ça continue. On a une autre activité qui s'appelle une structure qui s'appelle les Radian, qui crée, qui fabrique des apps. Donc ça continue parce que c'est des projets qui peuvent prendre des fois 6 mois, 8 mois, et on fabrique une app pour une marque, un distributeur. Ça continue. Il n'y a pas de, ça c'est récuche, il y a de la baisse, parce qu'il y a des acteurs, des distributeurs qui vont mettre un peu le pied sur le frein sur les dépenses, comme nous, sur le CAPEX. Mais pour l'instant, ça continue, avec de la baisse. On a encore de l'autre activité, on en a d'autres, mais voilà, on n'est pas à zéro. Pour l'instant, on n'est pas du tout à zéro. C'est quoi? C'est du style 50% de l'activité, a priori? Je ne sais pas vous donner les chiffres, là, pour l'instant. D'accord. Le traitement de données, par exemple, c'est une activité que vous réalisez en propre, si mes souvenirs sont bons, non? Les traitements de données, les données promotionnelles, il va peut y en avoir beaucoup sur le mois d'avril. Donc ça, le traitement de données, c'est beaucoup de données promotionnelles, et quand la promo va diminuer, forcément, c'est des choses qui vont fortement se ralentir. D'accord. Et même dans la GSA, où ils m'ont quand même donné des coupons, là, avant-hier, quand j'ai été à... Oui, il y en a un peu encore. Non, mais il y en a encore un peu, parce que les coupons papier, par exemple, il a été décidé il y a 2 mois de les mettre. Donc il est toujours en discrétion. Il est toujours, mais il n'y a aucune marque aujourd'hui qui va vouloir mettre des coupons pour les mettre au mois d'avril. Ça n'a pas de sens. Et vous travaillez avec le e-commerce ou pas? Avec le Drive. Avec le Drive. Et le Drive, pour l'instant, comme on dit tout à l'heure, les sites sont saturés et ils vont enlever les promos. Ils n'ont aucun intérêt à faire la promo sur le Drive, ils vont dire. Déjà, ils consomment, comme je disais tout à l'heure, on est dans une consommation très particulière en ce moment.
bah écoutez, de toute façon, le pire n'est jamais sûr, hein, haut les cœurs, Non. et puis ça sera peut-être fini dans un mois. On en a connu des crises quand même. Allez, merci. Merci. La dernière question vient de la ligne de Madame Stéphanie Lefebvre de Gilles de Dupont. Madame, c'est à vous. Je voulais juste faire une intervention. Je m'interrogeais sur le M&A parce que vous suspendez à peu près tout, dividendes, rachat d'actions, etc. Je suis pas sûre d'avoir entendu le M&A. Est-ce qu'il y a des opportunités qui vont se créer? Non, on suspend. Vous suspendez aussi? Oui. On suspend, Stéphanie. Vous n'avez pas entendu. Tout ce qui est sorti de cash non obligatoire à court terme et qui ne rapporte pas du cash à court terme, c'est suspendu. Voilà. Et quel est le montant de ligne de crédit que vous pourriez tirer? Allô? Oui. J'ai pas entendu. Non, c'est pas grave. Quel est le montant des lignes de crédit que vous pourriez tirer? Nous, avec Cécile, donc Cécile pourra compléter, on a des lignes de découvert autorisées de 5 millions et on va faire appel à la BPI. On avait commencé à discuter dès le début de la crise avec notre partenaire bancaire pour lever de la dette sous forme de découvert ou de la dette roulette et quand la BPI a commencé à mettre en place son nouveau process, là, on discute avec les deux. On va décider, mais on devait essayer de lever entre 20 et 35 millions. Voilà. C'est à peu près ça qu'on voudrait lever, ou en tout cas être à disposition. Ça dépendra de la forme que ça prend. Vous êtes d'accord, Cécile? C'est ça que... Tout à fait. Stéphanie, c'est clair pour vous? C'est 100 millions, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Non, c'est absolument pas 100 entre 20 millions. et 35 millions. Entre 20 et 35 millions d'euros. Non, mais au début, la ligne la ligne qu'on a à l'heure actuelle, on a 5 millions d'euros de découvertes non confirmées auprès de nos partenaires bancaires qui nous l'ont reconfirmé cette semaine. Donc du découvert classique, mais non confirmé. Mais bon, on l'a chez eux, mais au sens bancaire que vous connaissez. On a 5 millions. Ensuite, depuis le début de la crise, évidemment, on s'est rapproché de nos partenaires bancaires pour voir s'ils nous accompagneraient dans la crise, en même temps que la BPI était en train de mettre en place ses financements potentiels suite à la prise de parole d'Emmanuel Macron sur les 300 milliards. À l'heure actuelle, on travaille avec nos partenaires bancaires pour mettre en place le prêt garanti par l'État. Et de toute façon, on n'ira pas au-delà des 25% du chiffre d'affaires autorisé dans le cadre du prêt garanti par l'État, donc ce qui ne peut pas dépasser de toute façon 40 millions d'euros. Donc notre fourchette est plutôt entre 20 et 35 millions d'euros et absolument pas 100 millions d'euros, si c'était ce que vous aviez compris, Stéphanie. Ben oui, Non, pas 100 millions d'euros. Désolée. Pas de souci. Merci. Il n'y a plus de questions de la file d'attente. Je vais donc redonner la parole à votre hôte. Bon, écoutez, merci pour votre écoute. On va tâcher de vous tenir au courant s'il y a des nouveaux éléments. Dès qu'on aura des éléments, évidemment, significatifs à notre connaissance, à la fois sur la partie activité. La prochaine communication, normalement, a lieu fin avril. Je n'ai pas la date exacte en tête. Le 22 avril après bourse. Voilà, donc le 22 avril, après, donc dans 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Sur le premier trimestre, on essaiera de vous donner un petit guide sur le deuxième trimestre, parce qu'on aura déjà une partie d'avril, on connaîtra déjà une partie d'avril, et on vous donnera à ce moment-là aussi un peu de visibilité sur ce qu'on aura pu faire avec nos partenaires banquiers et BPI en termes de levée de cash. Voilà. Merci et donc à bientôt.